Mesdames, Messieurs, bonjour. La télévision rwandaise est heureuse de vous présenter les rencontres internationales du livre francophone de Kigali. Les rencontres internationales du livre francophone de Kigali, c'est donc une trentaine d'auteurs, écrivains, qui vont donc présenter pendant 4 jours leurs œuvres. Évidemment, il y aura également des ateliers pour les enfants. Il y a également une journée consacrée à l'écriture pour les auteurs invités. C'est donc 4 nationalités qui vont présenter leurs ouvrages. Rappelons que ces rencontres internationales de Kigali littéraire va donc se dérouler alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Donc plusieurs œuvres vont revenir, ainsi que leurs auteurs vont revenir sur les écrits qui ont été réalisés sur les génocides, sa préparation et sa mise en exécution. Bon après-midi à tous et à toutes. Nous allons donc commencer cette première table ronde de la journée. La thématique choisie aujourd'hui pour cette première table ronde est « Écrire pour ne pas oublier ». Mon nom est Carole Umuringa Karemera. Je suis passionnée de littérature et c'est la raison pour laquelle je suis assise ici. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas auteur. Je le respecte beaucoup trop pour ça, mais je lis énormément. Alors, pour rentrer dans la matière, on rentre aujourd'hui en littérature comme on rentre parfois au couvent. On avait envie de partager avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire encore certains ouvrages, notre lecture de ces ouvrages. On va commencer par un petit peu de livres et de guitare, parce que je crois que plusieurs d'entre vous aimez ça, et on y va. Approchez-vous, n'hésitez pas. Will you remember me? 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 Remember me? Will you remember me? Will you remember me? Will you remember me? Le 14 avril, le jour d'anniversaire de Gilda, une voiture de gendarmerie est venue nous chercher pour nous emmener à l'aéroport de Borgé. Nous avons été reçus dans un vaste hangar de l'aéroport. Il faisait un froid glacial. Encore pire aujourd'hui, les cercueils de René Maher, ma sœur et Alain, ainsi que les 3 pilotes français de l'avion du président Habyarimana, étaient alignés les uns à côté des autres. Ils étaient fermés et plombés. On n'a jamais vu les corps dans la semaine qui a suivi l'enterrement. Des hauts gradés sont venus chez mes parents pour les faire signer un document disant qu'ils s'engageaient à ne jamais porter plainte auprès de la justice ni essayer de savoir ce qui s'était passé. Ils ont dit que c'était au nom de la France, au nom de la gendarmerie. Mes parents étaient alors au fond du trou. Ils étaient effondrés, influençables, et ils ont signé ce papier. C'est hallucinant. Vous avez une copie de ce document? Non, rien, absolument rien. Ils n'ont pas laissé de copie. En fait, nous n'avons rien. Et du Rwanda, on n'a rien rapporté non plus. Alain et Gilda avaient pourtant plein d'affaires là-bas. Des albums photos, des vêtements. Et ensuite? Ensuite, on est certain d'avoir été placé sur écoute car il y avait constamment de la friture dans le téléphone.
j'ai contacté un ami qui travaillait aux renseignements généraux afin qu'il cherche à éclaircir toute cette histoire. Mais quand je le questionnais, il changeait de conversation. Un jour, à force d'insister, il m'a dit qu'il valait mieux arrêter de vouloir comprendre, ne rien savoir du tout. Plus tard, un avocat m'a contacté spontanément pour nous aider, mais il a disparu au bout de quelques mois. Mes parents ne se sont jamais remis de la mort de leur fille, ni de tous les mensonges qu'on a tenté de leur faire avaler. Ils se sentaient manipulés, ils ont arrêté de vivre, ne voulaient plus écouter de musique, ne plus fêter Noël. Ma mère est morte en 2011. Le jour de son enterrement, mon père s'est suicidé. Will you remember me? Jesus anyibuka, vas-tu te souvenir de moi? Aïwe, nagukumbuye. Jesus anyibuka, vas-tu te souvenir de moi? Aïwe. Gaëtan Lana s'essuyait les yeux avec un mouchoir en papier. Il parlait en contenant sa colère sans jamais laisser s'exprimer la haine qui le rongeait. Face aux autorités, la gendarmerie, l'armée, les hommes politiques, il ne devait éprouver pour eux que du mépris. Voilà un bel exemple d'Agachiro, la dignité en Kinyarwanda, pensa la journaliste. Mais le frère de Gilda n'avait pas abdiqué pour autant. Il se leva et d'un pas pressé, il alla chercher dans son garage le carton qu'il accrochait chaque année, le 8 avril, devant son pavillon de Lorraine. Au feutre, il avait écrit l'inscription suivante. Kigali, 8 avril 1994. 3 Français assassinés, 3 crimes impunis. Il y avait quelque chose de fort, de naïf et de poignant dans cet acte. Ce bout de carton, c'était sa manière de ne pas déposer les armes, de poursuivre son combat pacifique pour la recherche de la vérité, de détruire le mur de silence dans lequel il était enfermé depuis 3 décennies. Il voulait alerter son entourage, si possible les médias, et faire en sorte que la mort d'Alain et Gilda Didot ne soit pas totalement effacée. Il voulait confier à eux, mais aussi au monde entier, son histoire douloureuse, celle d'une injustice, celle d'un scandale d'État. Son épouse, Huguette, proposa une autre tasse de café, puis elle ajouta « On ne veut pas les oublier. Alors, avec nos petits moyens, on essaie de sensibiliser les gens autour de nous. Cela nous fait du bien. On aimerait rencontrer Brigitte Macron car elle a l'air sensible. Elle pourrait peut-être nous comprendre, sentir notre détresse. Tout crime mérite d'être jugé. On a besoin de faire notre deuil et, 30 ans après, d'avoir enfin des réponses. Pourquoi ont-ils été tués? Pourquoi ont-ils été tués? Par qui? Par qui? Pourquoi Gilda, la femme d'un gendarme français, a-t-elle été assassinée? Pourquoi la justice française n'a-t-elle donc jamais enquêté sur la mort de 3 ressortissants français? La conversation s'étira encore une demi-heure, au cours de laquelle ils évoquèrent ensemble différents scénarios possibles. Avait-il été tué par des soldats du Front patriotique rwandais, par les affreux de la garde présidentielle de Juvenal Habyarimana, par des mercenaires, des barbouzes, ayant abattu l'avion du président rwandais un peu plus tôt? Autour de la table, cette dernière hypothèse l'emporta sur les autres. Gaëtan Lana proposa à Paradis, Kairanga, de rester encore un peu, mais la journaliste avait un train à prendre. Elle devait rentrer à Metz. La Rwandaise mit son enregistreur sur pause, rassembla ses affaires et promit au Lana de les tenir au courant des suites de son enquête. Gaëtan et Huguette Lana remercièrent une nouvelle fois la Rwandaise. La douleur que ressentait le couple, les épreuves qu'ils avaient rencontrées, ne la laissaient pas insensible et elle ressentit une profonde tristesse en les saluant pour leur dire au revoir. Elle comprit à cet instant que le dossier Diderot et Maillère allait prendre de plus en plus de place dans sa vie, qu'il allait peser sur ses épaules, la ronger de l'intérieur et peut-être même l'engloutir. Mais après avoir passé l'après-midi avec une famille de victimes,
elle fut convaincue qu'il était de son devoir de chercher la vérité, d'en révéler quelques pans et d'y consacrer toute son énergie. Paradis Kairanga retourna à Metz et elle monta à bord du train de 18h37 pour Paris. En cherchant sa place dans le compartiment au milieu des autres voyageurs, le mystérieux goût de terre et de sable lui vint une nouvelle fois dans la bouche. Will you remember me? Jesus anyibuka, vas-tu te souvenir de moi? Aïwe, nagukumbuye. Jesus anyibuka, vas-tu te souvenir de moi? Aïwe. Merci Kenny, merci Clément, merci Anderson pour cette première introduction. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît parce qu'ils ont fait ça en 1 heure. Alors pour aborder la question de l'écriture et de l'oubli, on a un formidable panel aujourd'hui de 4 auteurs, autrices, qui l'ont traité de manière très différente à différentes époques aussi de leur vie. La lecture que vous avez entendue est un extrait du roman, donc c'est un roman, on va revenir sur la question aussi, de Pierre Lépidi qui s'appelle Murabeho. Et on va parler, Pierre Lépidi donc, qui est à ma droite. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Je vais commencer par vous, parce que vous avez fait le plus long voyage pour arriver, et la coutume est d'accueillir nos invités avec chaleur. Donc vous êtes un journaliste, reporter, vous êtes romancier aussi. Et dans ce roman, la question de l'enquête, de l'investigation, des limites de l'écriture à un certain endroit et la nécessité d'écrire à un autre endroit peuple le texte, le roman d'un bout à l'autre. Alors, la première question, c'était pourquoi, en tant que reporter, quand vous n'avez pas pu aller au-delà de l'affaire, qu'est-ce qui vous a empêché de l'oublier? Est-ce que l'oubli parfois n'est pas nécessaire? Est-ce que les familles ou les personnes que vous avez rencontrées au cours de cette enquête, avant de faire le roman, ne vous l'ont pas demandé? Et quelle est la nécessité peut-être pour ne pas oublier justement parmi les nombreuses victimes anonymes qu'on a ici au Rwanda? Qu'est-ce qui fait que ces 3-là aussi ont besoin de ne pas être oubliés? Question délicate. Alors d'abord, je voudrais vous vraiment très sincèrement du fond du cœur vous remercier pour cette lecture et remercier les musiciens. C'était vraiment magnifique. C'était un vrai voyage. Je me suis senti transporté. Donc vraiment, merci et félicitations. Félicitations à vous aussi. Elie Wiesel disait oublier ses morts, c'est les tuer une seconde fois. Je crois que tout est dit dans cette phrase. Moi, quand j'ai plongé dans cette affaire d'Ido et Mayer, le moins qu'on puisse dire, c'est que donc, pour le coup, ils ont tous été oubliés. Totalement oubliés par leur pays, alors qu'ils étaient là pour le servir quand même. Et c'est absolument... C'est dramatique de voir ça. Moi, les familles ne m'ont jamais sollicité. C'est moi qui suis allé vers elles. Et puis après, c'est vrai qu'un lien s'est tissé. Un lien, je vais dire, peut-être un peu affectif, mais bon. Comme je le disais encore la semaine dernière, parce que j'ai été reçu à la direction générale de la gendarmerie, donc pour parler du livre. Donc la direction générale, qui se trouve aujourd'hui place Beauvau, a accepté de me recevoir, très chaleureusement. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas le porte-parole des familles. Je dis simplement, je suis un intermédiaire. Il se trouve que l'institution qu'ils servaient ne les a jamais contactés. C'est hallucinant. À part, comme vous l'avez rappelé, pour signer un bout de papier qui ne vaut rien et qui dit que, soi-disant pour l'honneur de la France et de la gendarmerie, ils doivent s'engager à ne pas faire de poursuite. Mais depuis ce jour, ils n'ont rien vu. Rien. Et donc, non seulement, je peux prendre le cas de Christophe Mayer, donc qui est le fils d'un des gendarmes. Lui, il m'explique que sa vie, ce jour-là, le jour où il a appris la mort de son père, sa vie a été
totalement ruiné. Pourquoi ? Parce que d'abord, on avait tué son père quand il avait 25 ans. Deuxièmement, parce que 30 ans plus tard, il ne sait toujours pas qui l'a tué. Et troisièmement, parce qu'il sent bien qu'il y a une chape de plomb autour de ça et que lui, avec ses moyens, il ne peut pas arriver à lever cette chape de plomb. Le sentiment qu'on a avec cette affaire-là, c'est qu'il y a eu 4 morts, donc 3 Français et un Rwandais, qu'on a mis ça sous le tapis et derrière, on a construit un immeuble immense pour que jamais on puisse retrouver quoi que ce soit. Donc voilà, comme l'a dit Elie Wiesel, les oublier le jardinier qui est bien souvent oublié, Jean Damascène Morazira. On a tendance parfois à parler des Français, donc du couple d'Ido et de Maillère, mais on oublie bien trop souvent ce jeune homme qui est mort dans la fleur de l'âge. Il avait entre 20 et 25 ans, je crois, de mémoire. Donc ne pas oublier ces morts, c'est les tuer une seconde fois. Tout est dit dans cette phrase d'Elie Wiesel. Magnifique. Merci. Effectivement, dans l'histoire qui est contée, parce qu'ici il s'agit d'un roman, donc on va revenir aussi sur la question de à quel endroit est-ce que le roman est plus puissant parfois pour aborder des questions d'ordre du réel, pour dépasser aussi le côté factuel. Hier, pour ceux qui étaient là, les 2 tables rondes ont aussi abordé la question de l'archive, de l'écrit, de la justice, de l'impunité. Et ce sont des questions qui sont abordées évidemment plus qu'en filigrane en fait. Elles sont abordées de manière beaucoup plus émotionnelle à travers toutes les personnes que vous rencontrez. Donc les 2 gendarmes ont été tués. Ce qui était très intéressant dans la façon de le raconter, c'est qu'un d'entre eux était chargé d'écouter. Et que le silence qui a été fait sur sa mort est aussi une étrangeté. On a parlé très brièvement hier de certaines archives qui ont été scellées, de la même façon que les tombeaux ont été plombés. C'est dit aussi dans le roman que le fils n'a jamais pu voir les corps. Ils étaient scellés, donc qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là aussi ? Qu'est-ce qu'on a forcé à l'oubli ? Et sous quelle couche de terre ? On va y revenir avec cette terre qui revient tout le temps dans la bouche de Paradis. Et plus elle avance dans son enquête, et plus la terre, ce goût de terre revient. La métaphore de la terre dans la bouche. Alors, le goût de terre peut survenir. Hein. J'en avais entendu parler. C'est une carence en fait en vitamines. Et là, en l'occurrence, il s'expliquait par le fait que les corps ont été enterrés dans le jardin de manière assez mystérieuse. Et puis par rapport à l'enquête, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand vous faites un roman, vous dessinez une trame. Et là, c'était quand même plus simple et plus facile de raconter cette trame. Il faut savoir que le livre ne révèle donc pas qui les a tués, mais il montre, c'est ce que je disais tout à l'heure, la chape de plomb qu'il y a eu. Mais quand même, il y a des indices qui ont permis de donner des éléments aux familles. Je vais vous en donner un, par exemple. Au cours de l'enquête, j'ai retrouvé une vidéo où le casque bleu belge qui découvre les corps les amène à l'aéroport de Kigali. Et dans les archives de l'armée, dans les archives de la défense, je retrouve une vidéo où je le vois arriver, donc je crois que c'est le 12 avril 1994, avec les cadavres dans sa camionnette. Et donc il arrive, il rencontre plusieurs militaires qu'il est facile d'identifier. Et ils lui disent « Ok ». Ils vont ouvrir, les cadavres sont dans des sacs mortuaires, et là, la vidéo montre qu'ils ouvrent les sacs mortuaires d'un coup de cutter, et ils sont identifiés. Et après, c'est très étonnant, donc il y a 3 corps, les corps des 3 Français, mais il n'y a que 2 cercueils. Donc on suppose, là on voit pas, la vidéo ne montre pas comment ils font pour les mettre dedans, mais en tout cas, les cadavres sont identifiés, les corps sont identifiés. Et ça m'a permis de dire aux familles, écoutez, j'ai vu cette vidéo, si vous souhaitez, elle est très dure, mais je peux vous la montrer. Mais en tout cas, je l'ai à ma disposition. Et je peux vous dire que c'était bien les corps de votre frère, enfin de votre sœur, de votre beau-frère et pour Maillère, de ton papa, qui étaient dans les cercueils, puisque eux ne les ont pas vus. Ça veut dire que pendant 30 ans, ils ont eu le doute pour savoir si dans les cercueils qu'ils avaient devant eux au moment de la réception au Bourget étaient bien ceux de leur famille.
ils ont eu le doute. Voilà. Et cette enquête, en tout cas, par le biais de cette vidéo, personne n'a souhaité la voir, mais ça m'a permis de leur dire, écoutez, oui, c'était bien. En tout cas, ils ont été authentifiés par leurs collègues. Donc oui, c'était bien. Le procédé d'identification, alors je vais donner la parole. Ce seront les hommes d'abord aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. On va terminer avec les femmes. On termine toujours par le chocolat, par le meilleur, par la fin. On rétablit l'équilibre. Je pense qu'il y a plus de femmes dans l'audience aujourd'hui que d'hommes. Pardon, petite digression, donc je reviens. La question de la transmission, donc ce que vous faites à travers le roman en donnant d'une certaine façon une dignité à cette mort de gendarme. La question de la transmission, c'est quelque chose aussi qui est au cœur de votre travail quand on parle de ce beau pays. Il n'était pas, comme Yolande le disait il y a quelques secondes, Félicien. Donc vous avez écrit qu'il était beau. Mon pays, alors avec les jeunes avec qui je suis, c'était pourquoi il met ça au passé. Qu'est-ce qu'il ne voit plus dans la beauté de qui nous sommes devenus aujourd'hui, d'où est-ce qu'il parle, et la raison pour laquelle ce pays, dont la beauté a souvent choqué les gens qui ont rencontré le Rwanda après 1994, parce que souvent les gens, on l'a dit aussi hier, voient la fracture de 1994 comme l'existence entière du Rwanda, mais beaucoup de gens disent avant, on était vivants. Avant, ce pays avait une histoire, avant, ce pays avait une culture. Et c'est quelque chose vraiment, Félicien Kalégué, que vous faites magnifiquement aussi dans le travail, que vous avez abordé ici, dans ce récit. Alors, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est mémoriel? La question est toujours posée. Je la vois plutôt comme autobiographique parce que vous êtes toujours cet acteur témoin en permanence. C'est-à-dire que vous parlez de votre jeunesse dans ce Rwanda magnifique, que vous aimez, entouré de vos familles, que vous découvrez plus tard à l'école primaire pour des raisons politiques. Qu'est-ce que ça veut dire le langage de la haine, de la discrimination, de l'humiliation? Arriver à l'université, c'est encore une étape supplémentaire dans cette rencontre avec ce... C'est comme si le présent de 1994 nous revient en tant que lecteur et qu'on pouvait tout d'un coup avoir une image plus nette d'où il vient. Donc la traversée de votre ouvrage, en tout cas, était pour moi, parce que voilà, ma mère a le même parcours que vous, mais ne l'a pas livré. Et dans cette livraison, il y a toutes les histoires tues. Le Rwanda est fait d'histoires tues, pas simplement en 1994, mais bien avant. Et vous l'abordez, cette question, avec beaucoup de générosité. J'ai parlé avec certains de vos neveux, avec Alexis Kabeja, avec d'autres personnes de votre famille qui sont terriblement heureux de ce don du non-silence et de ce don de toutes ces choses qu'on pourrait avoir oubliées parce que 1994 est venu comme une ombre absolument tout couvrir. Alors j'avais envie de vous poser la question du prix donné. Je ne sais pas du tout, je ne sais même pas si on peut acheter ce genre de livre en fait, honnêtement. Non, je sais qu'il est en vente. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour la génération qui suit, et j'imagine aussi pour vos petits-enfants, c'est un don qui n'a pas de prix. Et la contribution de la mémoire, et ça c'est pour vous tous, est un don que nous recevons avec beaucoup d'humilité. Donc je voulais vous demander à vous, Félicien, dont vous êtes a priori dans les sciences exactes, plus que dans les sciences sociales. Vous êtes docteur en biologie, vous vivez entre deux pays aux 1000 collines, dans le Rwanda de l'Europe, qu'on appelle la Suisse, et ici aussi. Et quel a été le chemin pour vous? Quelle a été cette demande? D'où est-ce qu'elle est venue? Et quel a été ce chemin pour remonter? Et à quels endroits est-ce que l'oubli s'est manifesté? Parce qu'on en a parlé aussi hier, parfois, la mémoire peut faire défaut avec tout ce qui a été vécu et l'amplification et l'intensité des événements vécus. Donc je voulais savoir d'où vous est venu l'appel, la demande, et sur le chemin de la remontée. On ne va pas prendre des poissons parce qu'ici l'image est terrifiante. De la remontée des eaux sur les collines, à quels endroits est-ce que l'oubli s'est manifesté ou bien où vous avez dû le mettre de côté pour laisser place à la vérité? Merci Carole. Merci pour ces beaux mots que tu utilises pour décrire mon livre. L'invitation de pouvoir exposer ce que j'ai mis dans ce livre. Juste pour lever une ambiguïté, une confusion du titre, beaucoup de gens me posent la question,
pourquoi tu dis qu'il était beau? Est-ce que le Rwanda n'est plus beau? Le Rwanda est très beau aujourd'hui, mais je voulais évoquer l'époque où il n'était pas beau. Il fait un moment où il n'était pas beau. À tel point que d'ailleurs, dans beaucoup d'écrits, beaucoup de journaux, beaucoup de livres, ils disent que ça a toujours été comme ça. Que l'atavisme et la haine historique entre les Hutus et les Tutsis, c'est légendaire. Eh bien non, moi je voulais contredire ça. Je voulais lui parler du Rwanda, mon Rwanda que j'ai connu avant les années 60. Et qu'il était beau mon pays, c'est un titre que j'ai... En fait, j'ai paraphrasé un auteur gallois, Richard D. Lewin. Il avait écrit au début du siècle, 20e siècle, un livre qui s'intitulait « Quelle était verte ma vallée ». Beaucoup d'entre vous l'ont probablement lu. Et le jeune Morgan, qui est le héros du livre, il décrit une vallée verte, dans le pays des Galles, une province du Royaume-Uni. Il dit comment ce pays était très beau, il était vert, il était riche, les gens vivaient de la terre, ils cultivaient, et ils n'avaient pas de soucis, ils n'avaient aucun problème. Puis 10 jours au lendemain, les Anglais ils ont découvert des mines de charbon. Alors ils ont commencé à exploiter les mines. Les ouvriers, plutôt les paysans qui étaient heureux, ils sont devenus des ouvriers, avec tous les problèmes de l'époque, 19e siècle. Ils sont mal payés, ils sont malades. C'est vraiment un déchirement total. Et le jeune Morgan, il voit ça, il a un brin de nostalgie en décrivant le pays qu'il a connu quand il était petit et qui était devenu une terre de misère. C'est qu'elle était verte ma vallée. C'est ce que je voulais évoquer. Le Rwanda était beau. Et surtout, le Rwanda était beau. Le Rwanda que je décris, et je pense que c'est beaucoup d'autres régions, je décris une région où j'ai passé ma jeunesse, le Mayaga. Certains d'entre vous connaissent. C'était une région d'abord très riche. On vivait de la terre, on vivait du bétail. On n'avait vraiment pas besoin de plus. Simplement, les théories divisionnistes, ils sont venus nous séparer. Ces théories, ils ont eu beaucoup de peine à pénétrer dans ma région. Au Mayaga, les Hutus et les Tutsis, ils vivaient en parfaite harmonie. Moi, je n'ai pas souvenir d'une quelconque animosité entre voisins. Et je pense que dans beaucoup de régions, c'était comme ça. Mais les exemples que je les prends dans ma région natale. Je les prends au Mayaga, où les gens vivaient bien. Il y a deux, trois histoires, deux, trois anecdotes que je peux vous raconter. Et chez nous, on ne disait pas terre et Hutu, terre et Tutsi. On disait terre et on parlait des lignages. Abega, Abasinga, Nyeginya, tout ça. Et quand ma mère m'envoyait, par exemple, pour une commission, il disait va chez voir les Abega et tu me rapportes ceci. Il nous disait jamais va voir ce Hutu. Et moi, j'ai encore en mémoire, tout petit, le petit camarade de ma classe qui s'appelait Ndagijimana. On nous demande votre ethnie, etc. Ndagijimana, il dit qu'il est Hutu. Et bah, pour moi, c'était une surprise, Ndagijimana. Pourtant, ils habitaient à 100 mètres de nous. Je rentre à la maison, je demande à ma mère, est-ce qu'il est Hutu? Ma mère me répond très sèchement, elle me dit, il est Hutu et puis ça te fait quoi? Et depuis lors, je n'ai plus demandé ça. Il y a une autre anecdote. Chez nous, il y avait un groupe qu'on appelle les Abaroro. On les identifiait comme des Hutus, mais ils ne se sentaient pas vraiment Hutus. Ils avaient beaucoup de vaches, ils étaient riches, etc. Et à tel point que beaucoup de gens les jalousaient. Ils les jalousaient, puis une fois, ils ont rapporté au roi Musinga en disant qu'ils auraient trahi. Et ils auraient trahi le royaume. Musinga, évidemment, à l'époque, quand il trahissait, la punition était immédiate. Il fallait te dépouiller de tous tes biens. Alors, ils envoient des émissaires pour aller dépouiller les biens des Abaroro. Avant même que les émissaires arrivent, les Abaroro avaient des voisins Abahinda qui étaient Tutsis. Et les deux vivaient vraiment en bonne harmonie. Abahinda apprennent ça et ils vont tout de suite dire aux Abaroro
Vous savez, le roi veut vous dépouiller pour ça. Vous amenez vos vaches, toutes vos vaches, vous les mettez dans les nôtres, ils vous retrouvent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à Mayaga, c'était vraiment cette solidarité. J'ai une anecdote du roi Moutara. Le roi Moutara, il venait souvent au Mayaga pour faire de la chasse. Et il avait même une ferme là-bas. Il visitait beaucoup la région. Puis, quelquefois, il s'arrêtait, il sociabilisait avec les Abanya Mayaga. Et il les connaissait très bien. À tel point qu'un jour, il s'est été crié, il a dit, vous les Banya Mayaga, vous êtes tellement solidaires. Si tous les Rwandais étaient comme ça, on aurait pu résister à la famine Ruzagayura. Ruzagayura, c'est une famine qui est venue dans les années 45, je crois, qui a décimé la moitié du bétail, la moitié des hommes. Et grâce à la solidarité, il y a une résistance au Mayaga. Tu n'as rien mangé, le voisin te donne à manger, indépendamment de ton ethnie. Donc moi, je voulais évoquer cette époque en disant que ce Rwanda était beau. Et ce n'est que quand je commence l'école, surtout à l'école secondaire, que je commence je rentre en contact avec les premiers, je dirais quoi, les discriminations, les stigmatisations et toutes sortes d'humiliation. D'humiliation. D'humiliation, voilà. Ah oui, d'humiliation. Dans toute la structure du livre, je trouve que quand on parle de ne pas oublier, c'est à cet endroit que j'ai trouvé ça particulièrement touchant. C'était de se rappeler des structures sociales qui tenaient le Rwanda debout. Et dans cette thématique, j'ai trouvé ça très très fort aussi de rappeler que malgré ce qu'on pense souvent, ce qui est enseigné, ce qui était enseigné dans les livres avant, les livres de l'éducation au Rwanda rédigés par les Belges, c'est comme s'il n'y avait pas de structure sociale, pas de structure économique qui tenait le pays. Et tout au long de votre œuvre, on voit à quel moment, chaque fois, vous avez pu faire appel à ces structures-là, aux valeurs qui vous unissaient, pas simplement au-delà de votre famille, mais avec tous les gens sur la colline, et à quel point ça vous a permis de vous tenir debout tout le temps. Il y a d'autres moments de solidarité aussi. C'était très beau ce moment où, effectivement, venez cacher vos vaches chez nous, comme ça ils ne trouveront rien. Les gens ont dit aussi, venez vous cacher chez nous aussi pendant le génocide pour qu'on ne vous retrouve pas. Il y a plein de moments aussi très poétiques dans la salle de cinéma où, de manière naïve, vous regardez un film, mais en fait, la salle de cinéma sert de lieu de réunion pour les étudiants qui préparent la chasse à l'homme qui a lieu chaque semaine. Et tout d'un coup, on a chaque fois l'impression d'avoir un écran supplémentaire qui arrive, et quand il vous parvient, il y a un autre écran et encore un autre écran. Et vous le dites que les périodes d'accalmie suivent ou bien précèdent toujours des périodes de crise. Et autour du Rwanda, chaque fois, il y a aussi cette résistance, au-delà de la résilience et dans la dignité aussi. Même quand vous devez fuir, dans la façon dont ça se passe aussi avec vos parents, ça reste un appel à où que tu sois, tu es rwandais, et c'est cette chose-là qui te portera. Je vais revenir aussi à la structuration, parce que je pense qu'on a utilisé beaucoup hier le mot naufragé pour parler des personnes qui ont survécu au génocide, pour parler des personnes qui ont vécu dans la diaspora. Hier soir, ce mot me hantait un tout petit peu. Ça m'a un peu donné le vertige quand je me suis couchée en me disant, est-ce que nous sommes vraiment un peuple naufragé ? Ou alors, est-ce que les structures qui font en sorte que les gens se tiennent debout ne sont pas visibles ou ne sont plus connues ? Peut-être qu'il y a un travail à ce niveau-là que vous faites à différents endroits. J'imagine en enseignant à l'université aussi. Vous participez, vous êtes revenu à l'université, au même endroit où votre nom était affiché, comme les étudiants à chasser. D'autres vous ont caché. Donc la solidarité au Rwanda n'est pas une valeur inventée ou mystérieuse qu'on peut reconvoquer. Voilà, donc c'était quelque chose aussi de très précieux dans votre ouvrage, qui est là pratiquement tout le temps. On va continuer. Après, on va revenir, on va vous laisser du temps aussi pour poser des questions, parce que j'imagine que voilà, c'est aussi pour ça qu'on rencontre des auteurs vivants, qu'on peut les toucher, qu'on peut leur parler. On va continuer. On va revenir donc des années 50. Quand vous avez fui, on revient plus proche de 94. Et on va, pour revenir, remonter un roman, enfin une œuvre à rebours.
pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est Sissi qui est ici et Yolande, que je connais différemment. Je vais remonter le fil du temps avec Yolande Gagasana, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire. Si ce n'est pas encore le cas, précipitez-vous aussi, comme pour l'œuvre de Sissi. L'œuvre de Sissi est une œuvre, et je vais l'avouer ici, que j'ai lue à reculons. Pas parce que je ne voulais pas, mais j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par la fin parce que je voulais remonter le temps avec vous. Remonter ce temps où aujourd'hui, quand on vous voit, quand on sait le travail que vous faites, c'est toujours des superpositions pas forcément évidentes pour les gens. Et je voulais remonter et voir tout ce qu'éventuellement vous avez potentiellement pas dit. Qu'est-ce qu'on pourrait oublier de vous, parce qu'aujourd'hui on vous connaît comme voilà, une superwoman du Rwanda, et il y a beaucoup de choses. Donc j'ai lu le roman comme on lit de l'arabe, vraiment, en remontant. Et je vais remonter le temps aussi avec Yolande, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer pour la première fois en Belgique, ce pays qu'elle adore par-dessus tout, où effectivement on s'est rencontrés autour de La mort n'a pas voulu de moi, qui était son premier ouvrage, son témoignage, son acte de résistance, sa voix, qu'elle a portée aussi sur une scène de théâtre. Et je vais remonter aussi le temps par rapport à l'oubli ou à la nécessité de dire, parce que quand on s'est rencontrés avec Yolande, j'ai lu son livre et je devais essayer d'en parler. Et la nuit même, j'ai fait une pneumonie. Mon corps tout entier a résisté à l'idée de mettre ces mots, cette histoire dans ma bouche, dans mon corps, une pneumonie immédiate. Donc voilà, je vais remonter le temps avec vous et avec Kenny et aussi Clément. J'ai demandé aussi à Greta de se joindre à nous. On va rentrer dans un extrait de N'accepte pas, de mourir, donc de Sissi. Un moment proche et très loin aussi, parce qu'on est à quelques semaines après la fin du génocide, à supposer que le génocide s'est arrêté en juillet 1994, encore une fois. Un jour de la 3e semaine d'août 1994, j'ai décidé de rester à la maison pour me reposer et faire de la lessive. Vers 10 heures du matin, je me suis rendue au marché. Sur ma route, un jeune soldat de l'armée rwandaise m'a regardé comme s'il examinait quelque chose. Puis il a arrêté sa moto juste devant moi et m'a salué. Il se présentait comme le sergent Rwagasana et ajoutait qu'il avait vu quelque part une petite fille qui me ressemblait. Il demanda si par hasard j'étais mère. Mon cœur a palpité et en quelques secondes, j'étais convaincue que la petite fille dont il parlait était Manina. Je lui ai dit mon nom, je lui ai raconté l'histoire de ma fille et le nombre de voyages que j'ai fait dans les semaines qui avaient suivi le génocide pour le retrouver. Puisqu'il n'y avait aucun moyen d'être certain que l'enfant en question était Nina, le sergent Rwagasana a suggéré que si j'étais d'accord, nous allions ensemble voir la petite fille. J'ai laissé les provisions, j'ai sauté sur la moto et nous nous sommes dirigés vers l'orphelinat de Ndera, le même orphelinat que j'étais allée 2 fois. Je n'ai pensé à rien d'autre, pas même à mon apparence. J'ai découvert plus tard qu'avec ma taille relativement petite et mon jeune âge, j'étais reconnaissable. Le sergent Rwagasana faisait partie des officiels responsables de l'orphelinat. Aussi, le chargé de sécurité l'a laissé facilement entrer dans l'orphelinat. Elle l'a suivi sur les talons, elle ne voulait pas manquer un pas de peur qu'il ne disparaisse.
L'endroit grouillait d'enfants, mais leurs doux petits visages n'avaient pas l'air si candides. On pouvait presque voir le chagrin, la confusion et la douleur de la perte dans leurs yeux. Leur petit cerveau avait dû enregistrer des choses que même un adulte ne pourrait pas supporter et était dès lors condamné à porter ces souvenirs toute leur vie. Le sergent Rwagasana est revenu avec une jeune femme qui s'appelait Chantal. Et peu après, une dame est entrée avec une petite fille. J'ai immédiatement reconnu Nina. J'ai quitté ma chaise et je me suis mise à pleurer et à crier, submergée par la joie. Nina était propre et ne semblait ni affamée ni mal nourrie, mais elle avait l'air triste, très triste. Elle était également indifférente lorsqu'elle me regardait, presque avec méfiance. Elle ne me reconnaissait pas. La douleur que j'ai ressentie dans mon cœur. Je me sentais dévastée quand je regardais son visage terne et triste. De nombreux orphelinats, lorsqu'ils recevaient des bébés ou des bambins qui ne se souvenaient pas de leur nom, il était fréquent qu'ils leur donnent de nouveaux noms. Ainsi, Nina était nommée Ouimana Yvette. Nina était l'enfant préféré de Chantal qui avait prévu de l'adopter si elle n'était pas réclamée. J'ai perdu le contrôle et j'ai commencé à faire beaucoup de bruit. Ma crise de colère n'a fait qu'empirer les choses et les gardes de sécurité ont été sommés de me escorter hors des lieux. Je devais me calmer, sinon j'allais être emprisonnée dans ce même orphelinat pour mon manque de la docilité. Même si les gardes me poussaient à partir, je suis restée résistante jusqu'à ce que le sergent Rwagasana vienne et me dise que je devais revenir le lendemain avec au moins 5 personnes que Nina pourrait reconnaître et qui pourraient prouver qu'elle était vraiment ma fille. Elle m'a même proposé de me ramener à la maison. C'était le mardi 23 août 1994. Je considère que c'est le jour où mon bébé est né à nouveau. Tôt le lendemain, je suis retournée à l'orphelinat avec mes 2 sœurs, Donatilla, Dancila, un cousin, Banda, Sonia, et un ami de famille, l'abbé Ouimana. Nous sommes arrivés vers 10 heures. On a fait entrer Nina et Dieu merci, elle a immédiatement reconnu Sonia et sa tante Donatilla. Comme il n'y avait plus de preuves à fournir, j'ai signé un registre que m'a remis le directeur de l'orphelinat. Nous sommes partis avec Nina, heureux. Merci. Vous pouvez les applaudir. Alors, cet endroit de l'histoire, de votre histoire, même si elle est organisée aussi sous forme de chapitres qui eux-mêmes ont des titres très puissants, comme un nouveau bail sur la vie. Il y a quelque chose d'éternel et de terriblement éphémère aussi dans les chapitres que vous abordez. À ce moment de votre histoire, vous retrouvez votre fille, Sissi, que vous avez eue avant le génocide et dont vous aviez perdu la trace. Et cet enfant, à cette époque-là, ne vous reconnaît pas. Ça doit être déchirant pour une mère d'avoir un enfant qui ne vous reconnaît pas, pour plusieurs raisons. Comme vous le dites aussi, vous étiez méconnaissable. Après 100 jours, vous deviez être aussi meurtri que votre enfant. Et
et la question de la reconnaissance des visages, des contours, du flou, des choses qu'on oublie, des choses qu'il faut mettre très loin dans la mémoire, de l'enfance jusqu'à l'adulte, elle est là, elle est là tout le temps, elle est là avec vos amis, elle est là avec vos sœurs, vous rendez hommage et vous redonnez vie en disant « je te rends hommage parce que tu étais dans ma vie et parce que tu étais dans ma vie, je suis encore vivant. » Donc j'ai les contours d'une autre vie possible que vous refaites aussi avec une nouvelle famille aussi, et c'est une question aussi qu'on abordera aussi avec Yolande. Donc voilà, ma question aussi par rapport à l'oubli, l'oubli des visages. Je sais qu'en parlant en écoutant, pas en parlant, en écoutant beaucoup de personnes qui ont comme vous survécu au génocide, la question de la mémoire des visages, de la mémoire des voix que vous faites parler aussi dans votre tête. Quand vous avez ce magnifique parcours, parce que vous avez la force d'étudier, la force de vous lever, la force de cumuler les diplômes universitaires, et votre père, vous le faites parler lui-même aussi. Donc voilà, la question de l'oubli des visages et des voix. Je voulais savoir comment est-ce que, en remontant votre histoire, ils sont terriblement présents. Alors au début, c'est beaucoup plus flou, mais à la fin, on a l'impression de connaître tout le monde. On a l'impression qu'ils font partie de notre famille. Et ça, c'est très touchant. Donc je voulais savoir comment, quand vous avez aussi traversé cette œuvre de mémoire, d'écrire tout ce que vous avez traversé pour vos enfants aussi, comment est-ce que vous avez abordé aussi la question de la précision des détails, de la recherche visuelle des albums photos qui sont dans le livre aussi, pour certains qui ont disparu, des photos qu'on ne retrouve pas. Comment vous faites exister la vie en lui redonnant un contour? Comment est-ce que vous avez abordé tout ce travail-là? Merci, Carole. Est-ce qu'on m'écoute? Non, pas assez. Merci, Carole, et merci tout le monde d'être là. Chaque fois qu'on va dans des débats, des occasions de parler de la mémoire, moi, personnellement, je me sens tout le temps forte. Mais avec cette musique et ces lectures-là, vous avez failli me voir. Mais c'est important aussi qu'on pleure, c'est important aussi qu'on laisse les émotions monter, qu'on le sente vraiment. Et pour moi, c'est aussi une façon de rendre hommage. Quand tu parles de Nina ici, quand tu parles de ses tantes, pour moi, c'est vraiment, il fallait écrire ses noms. Je crois beaucoup au digital. Et pour moi, je me dis chaque fois, avec l'avancement de ICT, de tout, chaque fois, je me disais, pourquoi il n'y a pas un endroit où on va cliquer et puis remonter les noms des nôtres? Donc pour moi, quand j'écris, j'aurais bien aimé que tout le monde, quelqu'un qui s'assoit au Cambodge, met Damas Naïsawa, et puis il remonte comme s'il n'est pas mort. Donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit. C'est pour cela que je prends des gens comme ça, je lui dis, je t'appelle un tel parce que tu représentes, tu ressembles à ma tante qu'on a violée, qu'on a tuée. Donc c'est une façon pour moi de rendre la vie aux gens à qui on a arraché la vie. Et ça semble un peu bizarre, un peu fou, mais je crois à l'immortalité aussi. Donc écrire ces traces, écrire ces noms, raconter les valeurs. Je te prends, je te rencontre ce matin, pour moi tu es Domina, viens, on va prendre un café, parce que tu aimes danser, tu sais danser comme elle. Pour moi, c'est une façon aussi de transmettre aux jeunes qu'on a eu une vie. Comme la vie était belle, comme le Rwanda était beau. Donc on a eu une vie qu'on a dû accepter, malgré les discriminations et les limitations et les privations, mais on l'a quand même rendue belle. Cette existence, il faut qu'on la raconte. Il faut qu'on raconte qu'on se rencontrait un samedi soir et qu'on dansait. Il faut qu'on raconte aussi qu'on avait des rêves. On savait que ces rêves ne vont pas se réaliser, peut-être parce qu'on était tous et qu'on n'avait pas droit à ça et à ça. Mais quand même, on rêvait. Je rêvais d'être médecin, par exemple. Et je savais qu'on n'allait jamais me donner la chance de faire des sciences.
Parce que justement, malgré mes points, malgré être la première de classe, ou bien de la région, ils vont se dire, non, celle-là, elle est Tutsi. Elle va bien faire la cuisine. Elle va bien faire l'enseignant. Ça c'était déjà le luxe d'être enseignante à l'école primaire. Parce qu'elle est Tutsi, elle va être une belle secrétaire qu'on pourra de temps en temps sortir avec. Donc tout ça, ça doit ressortir des histoires non racontées. Il faut qu'on le raconte, il faut que les gens le sachent, mais en même temps qu'on sache aussi qu'on a pu survivre tout ça. Donc on n'a pas survécu seulement en 1994, on a survécu tout. Donc depuis l'enfance, depuis le jeune âge, on a survécu. Alors, il faut écrire pour ne pas oublier. Si je n'avais pas raconté cette histoire, les gens peut-être n'allaient pas savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas retrouvé leurs parents et que les gens ont adopté. Les gens n'allaient pas savoir qu'il y avait quand même des orphelinats qu'on mettait en place pour récupérer des jeunes enfants, des bébés, dans les cadavres, dans les forêts. Il fallait récupérer ces enfants et les mettre ensemble pour leur donner encore une chance à la vie. Et ce qui est bizarre, par exemple, je me rappelle de Rwagasana, aujourd'hui je ne me rappelle pas de Chantal. Donc parce que ça n'a plus d'importance. Mais à l'époque, c'était très important. Et puis il faut écrire pour ne pas oublier, parce que l'âge aussi fait que notre mémoire fasse défaut à certains moments. En Kwibuka 20, ça c'était 2014, je me rappelle de tout. Et 7 ans plus tard, j'avais déjà commencé à oublier certains détails, parce que je vieillis aussi entre-temps. Donc il faut écrire pour ne pas oublier, parce que biologiquement, quand même, on vieillit et la mémoire perd la capacité. Mais surtout, il faut écrire pour rendre nos gens immortels. Il faut écrire pour les rendre aussi fiers. Je sens que je parle à mon père. Et c'est pas fou, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas quoi, mais je me dis, hey, Dad, I did it. It's like, papa, regarde ça aussi, j'ai fait. Comme si je suis en train de le faire pour lui. Je dis, je vais écrire un livre, je vais faire un doctorat, je vais faire ça, mais papa, c'est pour toi. Hein, parce qu'il faut que quand même, là où tu es, tu penses, tu n'es pas, tu n'es pas triste, on est là. C'est comme si nous sommes restés pour vivre aussi pour vous. Ça nous fatigue, of course, bien sûr, ça fatigue et physiquement, et moralement, et émotionnellement, mais on n'a vraiment rien donné pour vivre. Parce que même si on se disait, à un certain moment, je me disais que je n'allais pas mourir et que la mort vraiment ne voulait pas de moi. Et puis je me suis dit, cette fois-ci, je suis fatiguée, je ne vais pas mourir, je vais changer d'approche, je vais commencer à négocier les tueurs, je vais commencer à changer de cachette, je vais mettre un peu d'effort pour survivre. Parce qu'à un certain moment, tout le monde savait qu'il allait mourir. Et puis on se faisait comme, on s'est rendu. Voilà, on attend. Pourquoi d'ailleurs on nous fait trop attendre? Mais donc, en ce moment-là, quand j'ai décidé que je n'allais pas mourir, je sentais que j'allais vivre. Mais c'était tellement fort que je demandais à mes amis, par exemple à l'église de famille, je leur disais, mais vous allez tous mourir, moi je vais rester, je vivrai avec qui? Donc c'était tellement devenu vrai que j'allais résister, que j'allais survivre. Mais je me faisais toujours la dette et la promesse que si je survivais, justement, j'allais écrire tout ce que je voyais. J'allais écrire toutes les injustices. J'allais écrire les histoires que les gens me racontaient. Je ne sais pas si tu as lu l'histoire de Christian. Aujourd'hui, si je le retrouve, je vais le reconnaître. Mais pourtant, il est où? Mais c'était aussi une façon de m'occuper, de faire le social, d'aider les autres, à passer, à attendre la mort. Mais je me disais chaque fois, j'écrirais ces histoires pour que les gens le sachent. C'est une responsabilité partagée, c'est une vie, c'est une jeunesse qu'on n'a pas vécue pleinement, mais qu'on doit dire et redire. On doit créer ces traces des gens que vous n'avez pas connus, que vous ne connaîtrez jamais. Et que nous, les visages, je les revois, les messages. Il y a une maman avec qui je me cachais un jour dans la brousse, qu'on a tuée. Chaque fois, je me rappelle de comment on l'a tuée, parce que je sentais justement la voix quand on l'a tuée avec ses 2 enfants. Et je l'avais empêché de sortir, de ne pas quitter cette brousse. Et chaque fois, je me rappelle les odeurs, je me rappelle les gens qui mangeaient à côté de toi, qui ne te donnaient pas, par exemple, au CHK. Je sens toujours la même odeur de la soupe
ou de la sauce qu'il mangeait avec son riz parce que j'étais affamée et que j'attendais la mort. Donc c'est tellement très fort dans les mémoires qu'il faut vraiment écrire. Et maintenant, quand on commence à écrire et quand on commence maintenant à penser à la situation sociopolitique, à tout, et qu'on commence maintenant à habiller nos messages, mais dans un livre, c'est aussi une façon de rendre aussi nos livres agréables. Parce que je disais ce matin qu'il y a des choses que j'ai vues que je ne pourrais jamais écrire comme je les ai vues. Parce que la jeune fille qui va lire là-bas, elle ne va pas dormir. Alors qu'est-ce que j'aurais gagné? Il faut qu'elle lise, qu'elle sente aussi la gravité de l'histoire, mais pas les images qui font peur. Alors que nous, on n'a pas eu le choix. On les a vus, on les a assistés, on les a vécus. Mais la vie a continué. Mais je n'aimerais que personne sur cette terre voit ce que moi j'ai vu. Ou bien entendre, pendant que tu es couché là-bas, tu te couches dans un coin, et puis les gens sont en train de parler de combien de femmes ils ont violées, de quels enfants ils ont tués, ils ont jeté dans des trous. Donc tout ça, ce sont des cris et des messages qui me reviennent chaque fois. C'est important d'écrire, c'est important de ne pas oublier, mais aussi de partager. Merci. Oui, merci. Et comme vous le dites aussi dans votre livre, survivre, ce n'est pas seulement rester en vie, c'est s'engager auprès de la vie et ne jamais abandonner. Et c'est vrai que ça a été dit à plusieurs fois. Je sais que voilà, avec Ibuka, que vous avez aussi cofondé, c'est un rappel aussi, un rappel de la force de la vie qui a été donné en cadeau aussi de la part de tous les survivants à ce pays. Si cet engagement et ce refus d'abandonner n'avait pas été donné en cadeau au Rwanda, je ne suis pas sûre que le Rwanda aurait été où que ce soit aujourd'hui. Donc cette force ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de vous. Et sur la question de l'engagement, voilà, je parlais de Yolande tout à l'heure, Mukagasana, et comment c'est de la même façon que ceci se l'est répété, tu te l'as aussi répété. Je veux dire vous, on est en vous. Pendant le génocide, c'était le refus aussi de laisser la vie, le refus, même en ayant survécu, de ne pas être là, présente pour aussi d'autres enfants que ceux que vous avez recueillis. Le refus et l'engagement aussi auprès d'institutions, vous en parliez hier aussi, en témoignant au cours des différents procès, aux différentes commissions, de continuer à témoigner, mais pas seulement parce que la mort n'a pas voulu de vous. Donc je voulais, avec vous, c'est pas je viens d'en voir, remonter aussi ce temps-là, parce qu'effectivement, on en a parlé à plusieurs reprises en disant est-ce que parfois il ne serait pas nécessaire pour une question de santé physique ou de santé parfois mentale de se dire est-ce qu'on pourrait avoir un jour d'oubli par an? Quel serait le prix de cet oubli-là aussi? Et qu'est-ce que ça coûterait? Qu'est-ce que ça vous coûterait à vous? J'aimerais commencer par Dimitri, lui demander si elle veut vraiment oublier. Voilà. Donc, ce souvenir qui est blessant, qui est ancré dans nous, cette souffrance, malgré tout, c'est comme si on ne voulait pas la lâcher. Parce que la lâcher, c'est lâcher les nôtres. Et pour nous, parler des nôtres, c'est les faire vivre encore. Au début, quand j'ai témoigné pour la première fois, je crois que c'était le 7 avril 1995 à Bruxelles. J'étais furieuse. Évidemment, quand je parle du génocide, je suis toujours en colère. Parce que moi, au lieu de trouver des larmes, j'ai la colère.
je pense que les humains, est-ce qu'ils ont compris qu'ils sont aussi des humains? Comment peut-on nier notre souffrance? Comment nier que moi, j'étais une mère, que j'avais des enfants et que ces innocents ont été jetés dans des fosses communes comme de la... je ne sais pas, comme de la pourriture. Et hier, vous avez vu que j'étais même... je suis toujours comme ça, pardonnez-moi. Je me demande comment les humains, comme nous sommes, nous pouvons ne pas comprendre sa douleur, sa jeunesse perdue. Parce que survivre, finalement, ce n'est pas vivre. C'est justement survivre. Depuis 30 ans, je ne devrais pas être là. Je serais morte à 40, 41 ans, mais je suis encore là. Pourquoi? Est-ce que j'ai choisi la vie ou c'est la mort qui m'a refusé? Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas choisi de survivre. C'est la mort qui n'a pas voulu m'arracher de cette terre. Finalement, j'ai compris que c'est bien que je sois encore là parce que j'emmerde mon monde en leur rappelant qu'ils sont des lâches. Je leur dis ça. Ne pas penser qu'il mourra, je mourrai, il mourra. Que l'injustice me fait mal comme ça lui fait mal. C'est finalement oublier qui on est. C'est se nier personnellement. Parce que je trouve que tuer un être humain, c'est déjà manquer d'humanité en soi. Parce que pour moi, on a commencé par tuer son humanité intérieure. Il faut se priver de l'humanité pour priver l'autre de la vie. Évidemment, je n'ai jamais pensé que je survivais parce que je l'ai voulu. C'est après que j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de cette survie? C'est comme si je n'avais jamais eu de famille, comme si je suis tombée du ciel, toute seule sur la terre, alors que j'avais une famille. Je ne le supportais pas. Il faut que je mette les uns devant leurs responsabilités, d'autres devant leur humanité. Parce que n'oublions pas que pendant le génocide, il y a des Hutus qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse survivre. Moi, j'ai rencontré la fille que j'écris dans mon livre, qui m'a caché pendant 11 jours les plus terribles, qu'on venait de massacrer toute ma famille. Et j'étais très difficile pour qu'elle puisse me garder, comme si je ne voulais pas survivre. Tout ça pour parler de cette humanité, pour parler de la raison. Est-ce que c'est la raison de notre survie? Personne ne peut le savoir. Mais quelque part, on fait quelque chose de notre survie pour rester humain, pour servir aux autres du moment qu'on n'a pas été tué en ce moment-là. Au début, j'ai commencé à écrire. J'étais en dessous d'un évier pendant le génocide. J'ai écrit les dates. Quand je savais que mon mari est tué, mes enfants sont tués, mes sœurs, mon frère, il fallait que je n'oublie pas ces dates-là. C'est tout. Je ne savais pas qu'un jour je vais en faire un livre. Mais j'avais déjà écrit à peu près à 18 ans. J'avais un manuscrit. Comme j'étais seule dans une forêt en train de travailler dans un dispensaire, j'avais écrit et j'avais donné comme titre vraiment, toi, je ne crois pas en toi Kinyarwanda, mais elle peut-être, et Dupficho Dupfana. Qui peut traduire ce titre en français? Dupficho Dupfana. Je parlais du problème entre Hutu et Tutsi parce que ma famille
Mon frère était marié à un Hutu, toutes mes sœurs étaient mariées aux hommes Hutus. Il y en a qui les ont tués alors que c'était leurs femmes. Donc, chez moi, dans ma famille, ils sont des génocidaires et sont des victimes. Et j'avais toujours une question qui me hantait. Pourquoi est-ce que ces gens nous détestent alors qu'on est les mêmes? Pourquoi est-ce qu'on me pourchasse parce que j'ai une carte d'identité où c'est écrit Tutsi? Et en plus, quand on décrivait le Tutsi, c'était comme Carole, grande, belle. Donc, il y avait des traits que moi, je trouvais que je n'avais pas. J'étais un beau femme, avec beaucoup de cheveux, pas plus. Très maigre. C'est tout. Et je me demandais comment on pouvait m'en vouloir alors que je ne suis pas belle, comment on décrivait les Tutsis. Mais quand même, j'avais le petit papier là, la carte d'identité. Au début donc, j'ai écrit pour ne pas oublier justement les dates où les miens étaient en train d'être massacrés. Et c'est après que j'étais seule, après le génocide. Non, c'était pendant le génocide. Quand je suis arrivée à Kabuga, l'OFP nous a pris aux 1000 collines. Non, c'est le casque bleu, ghanéen d'ailleurs. Et on nous échangeait à Kimihurura. Il y avait un rond-point là où on avait mis un statut de femme. Là, on nous échangeait. Les Rwandais qui disaient qu'ils voulaient aller dans la zone du pouvoir, qui nous tuaient, et le FPR qui accueillait les victimes qui fuyaient chez eux, que ce soit les opposants politiques que le pouvoir ne voulait pas, et les Tutsis. Alors, quand je suis arrivée à Kabuga, il fallait que tout le monde sécurisé cherche à manger. Moi, je cherchais un cahier, un crayon. C'est en ce moment-là que l'envie, la révolte m'a prise. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça, je ne peux pas oublier. Et si je n'oublie pas, les miens ne vont pas se faire oublier. Ils ont vécu. Et ils doivent continuer à vivre à travers moi. Et maintenant, je tiens à ma vie quand même. Merci. Et alors, c'est les jeunes. En fait, c'est les jeunes qui me donnent aussi la force de continuer à accepter ma survie. Parce que je dis, j'ai quand même des héritiers. Je travaille aujourd'hui pour que les jeunes n'oublient pas et que ma souffrance leur serve de bonheur et aussi à leur génération. Parce qu'ils ne doivent pas oublier ce que nous avons enduré comme Rwandais. Vous avez de la chance, les jeunes, de grandir dans un pays qui ne vous exclut pas. Nous, on a été exclus. Et le bouquin que je dis que j'ai fait, mon père l'a brûlé. Parce que quand il a lu, il a dit, tu es malade, tu veux nous faire tuer. Mais ce n'est pas moi qui les ai fait tuer. C'était le génocide. Merci. Juste avant de passer, je vais quand même passer la parole à l'audience, parce qu'il y a des personnes qui sont venues exclusivement pour vous et pas pour nous entendre, enfin m'entendre parler. Rappelez que dans chacune de vos œuvres, il y a au cœur de l'écriture un refus d'effacement. Et je crois que voilà, chacun à votre façon, chacun et chacune, il y a le refus d'effacer des vies, d'effacer des faits, d'effacer la responsabilité, d'effacer la mort et les morts, d'effacer des noms. Et que ce soit au Rwanda au cœur de 94 ou que ce soit même avant. Je me rappelle un professeur d'histoire que nous avions rencontré à Nyamata. Et il disait le Rwanda est une maison de briques sans ciment. Et il disait le ciment, c'est tous les noms qu'on n'aura jamais collectés des personnes qui ont disparu au fil des décennies et de toutes les personnes qui sont encore anonymes et non reconnues, soit parce qu'on n'a pas collecté les noms, parce que les décennies de massacres ont fait en sorte que les os soient dans les marais, ou les personnes dont on a voulu effacer l'existence comme un génocide l'a voulu. J'aimerais ouvrir la parole, la donner en fait, à qui veut la prendre.
sur ces questions d'écriture et d'oubli. Je pense qu'ici, il y a vraiment un énorme travail de lutte contre l'oubli. Et une petite chose encore, tu as mentionné la carte d'identité. Et si aussi. C'est-à-dire que quand nous, on le pense, ou ceux qui sont nés après 94, que d'avoir effacé les cartes d'identité a tout effacé. Il y a un gros travail encore à faire avec les jeunes et avec tout le monde. C'est-à-dire que quand on efface une carte d'identité sur laquelle était marqué Hutu ou Tutsi, il y a d'autres identités qui sont apparues après 94. Des identités de survivants, des identités de génocidaires. Le travail autour de l'identité de ce pays, ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué sur les cartes d'identité que ce ne sont pas des identités qui parfois continuent à enfermer les gens. Donc c'est un travail aussi, je crois, important de ne pas se dire que 1931, c'était la carte d'identité, puis 1994, c'est fini. Il y a d'autres identités plus coriaces aussi qui sont apparues après 1994. Donc voilà, j'aimerais vous donner la parole. Oui. Est-ce que je peux... Can I have your mic for... This one has no cord. Pardon. Merci, Carole. J'aurais tellement envie de dire de choses que il me faudrait des jours pour dire tout ce qui me vient à l'esprit, dans le cœur, après vous avoir écouté. Je me contenterai de choisir 2 ou 3 pour laisser le temps à tous les autres qui ont fait le déplacement avec beaucoup d'attente comme moi. Je vais commencer par une anecdote qui vous dit quelque chose à vous, Carole et Yolande particulièrement. Il y a combien d'années? Presque 20 ans déjà. 2004. Une troupe théâtrale, n'est-ce pas, dont nous faisions partie, qui s'appelait le groupe POV, est venu au Rwanda présenter le spectacle Rwanda 94. Est-ce que vous vous souvenez du fait que nous avons demandé à jouer dans la salle du Centre culturel français ou franco-rwandais, comme on disait à l'époque, et que cela nous a été refusé? Alors aujourd'hui, on parle d'écrire, mais il est bon qu'on parle aussi de parler. On nous a refusé la parole dans ce centre culturel à cette époque. Je crois qu'il faut se réjouir du progrès fait et du chemin fait depuis lors. Ils ne sont pas sur le podium, les responsables des institutions culturelles françaises aujourd'hui à Kigali. Mais s'ils m'entendent, merci. Je leur dis merci. Continuez sur cette voie, parce que ce dialogue entre le Rwanda et la France a été trop longtemps raté, trop longtemps absent. Il est donc bon qu'il soit enfin établi. Je voudrais aussi rendre hommage à vous tous qui avez, chacun à sa façon, contribué à nous redonner justement ces émotions qui représentent notre lien avec les nôtres et qui, à travers vos écritures, vos évocations, y compris les évocations musicales et poétiques, transmettent aux plus jeunes quelque chose qu'on peut difficilement transmettre autrement. On ne peut pas raconter aisément, encore moins dans la vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos lieux de travail, etc. Quelque chose s'est passé aujourd'hui grâce à vous et qui se prolonge à travers vos livres à tous qui êtes là. Je voudrais quand même pointer 2 ou 3 choses particulièrement en ce qui concerne les auteurs que j'ai entendus pour la première fois, que j'ai lus pour beaucoup intensément. Je pense au livre de mon collègue et contemporain, Félicien Karégué, qui évoquait tant de choses que j'ai vécues de moi-même, mais à partir de l'autre côté de la frontière, dans mes années d'exil. Je pense à Yolande, évidemment, avec qui non seulement j'ai
partagé des moments essentiels à l'époque de ses écritures, de ses premiers livres, mais aussi un voyage de témoignage extrêmement important en Italie, où elle a pris avec elle pour témoigner la personne qui l'a sauvée, Jacqueline Mukansonera. Et le témoignage, le double témoignage de la rescapée, pour utiliser cette étiquette, et de la juste, était quelque chose d'extrêmement puissant que je ne peux que recommander ici aussi au Rwanda, où on ne le fait pas assez, à ma connaissance. Jumeler ce genre de témoignage, ce genre de point de vue, donne précisément souvent les éléments qui manquent aux récits quand ils sont donnés séparément, encore que les témoignages des justes, on ne les entend pas souvent, pour dire la vérité. Mais merci à Pierre Lépidic, dont je découvre le travail seulement aujourd'hui et qui m'a profondément touché. Quant à Sissi, je me réserve le temps de revenir sur ton livre. J'en ai lu beaucoup d'extraits. Je lis comme Carole, je commence souvent par la fin. Je dépose le livre, j'y reviens longtemps après, je reprends, c'est comme ça que je lis. Excusez-moi, apparemment je ne parlais pas assez fort. Bon, du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais l'essentiel c'est merci. Merci pour l'émotion que vous nous avez donnée, mais aussi les éclairages que vous avez apportés. J'avais une question quand même pour mon contemporain Kareigi, parce que j'ai raté sa première présentation il y a quelques semaines quand le livre est sorti. Je ne l'avais pas entendu s'exprimer comme je viens de l'entendre aujourd'hui très brièvement. La question est, il la connaît déjà, c'est la suite. Nous l'attendons tous. Il dit très souvent qu'il n'est pas écrivain, mais comme Carole l'a dit, Kareigi est un homme de science qui combine beaucoup de talents avec ses connaissances scientifiques. C'est quelqu'un qui a une plume alerte, élégante, claire, et qui a en plus un sens de l'analyse sociale, sociologique, rare. Je voudrais en particulier pointer le temps que tu as passé à reconstituer ta généalogie et dire aux plus jeunes justement que c'est sans prix. Parce que rétablir cette généalogie, c'est rétablir la continuité historique d'une communauté, d'un lignage au plus petit niveau, mais aussi d'un pays au niveau macro. C'est aussi une manière de rétablir la sécurité psychologique. Parce que quand on ne sait pas qui on est, d'où on vient, justement, on est comme un cheveu suspendu ou une herbe que le vent peut emporter dans n'importe quelle direction. Mais je vais m'arrêter là. Merci et continuez. Excusez-moi, j'aimerais quand même dire à tout le monde, cet homme si humble, Gaston Ndoba, c'est grâce à lui qui a créé le collectif des partis civils en Belgique, n'est-ce pas vrai? Et qui nous a permis de faire arrêter les génocidaires et de faire des procès contre les génocidaires en Belgique. Merci. Je peux? Monsieur, j'ai peut-être pris le micro qui ne m'était pas destiné, j'en sais rien. Bon, voilà. Moi, je m'appelle François Rutaïsire. Il y a quelque chose qui m'énervait beaucoup, c'est que quand j'entendais parler du Rwanda, on le ramène, c'est comme si le Rwanda, vu de l'extérieur en tout cas, c'est comme si le Rwanda était né avec le génocide. Et il est réduit presque à, je ne vais pas dire à cet épisode, mais à cet événement tragique qu'est le génocide. Donc ça m'énervait beaucoup. Ça continue peut-être à m'énerver beaucoup, mais quand j'entends parler Sissi, quand j'entends parler Yolande, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi.
parce que quand on vous entend parler, on ne peut éprouver que du respect pour vous et tous ceux et toutes celles qui sont passés par là où vous êtes passés. On ne peut éprouver que du respect. On doit aussi, en plus de ça, éprouver de l'empathie. L'empathie, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut éprouver quand on arrive après les événements. Moi, j'ai souvent pensé qu'au-delà de ceux et de celles qui peuvent écrire sur ce qui vous est arrivé, si c'était possible, je me dis chaque survivante, chaque survivant, même s'il ne sait pas écrire, devrait pouvoir déposer quelque part ce qu'il a vécu dans des termes qui seraient les siens, et je rêve qu'on puisse enregistrer ça quelque part, qu'il puisse y avoir des archives de tout ça. Évidemment, dans la réalité, c'est peut-être impossible, mais c'est ce que je me dis, c'est ce qui devrait arriver, parce que certaines peuvent arriver à le dire de façon, entre guillemets, lisible, parce que tout à l'heure, Cécile, tu as dit, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un les lise. Mais en tout cas, c'est ça, ce serait mon rêve pour que tout le monde, pour tous ceux qui sont passés par là, ou les survivants, ou les survivantes, les rescapés sont passés, qu'ils puissent déposer ça quelque part. Voilà. Maintenant, je vais aller au-delà de ça, parce que malgré tout, ce pays ne se résume pas au génocide. C'est un pays qui a une histoire, qui a vécu pendant de longs siècles et qui a vécu pendant quelques décennies, les décennies qui ont précédé le génocide. Donc ça, c'est pour dire que depuis les années 59, ça pour penser à ce qu'a écrit notre ami, et que d'autres n'ont pas écrit, mais qu'ils ont vécu. Ceux de mon âge ont vécu des époques où il fallait, dans une classe des enfants de je ne sais pas quoi, qui avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans, devaient se lever et dire « moi je suis », on leur demandait qui ils étaient, ils devaient dire « moi je suis Tutsi ». Et les autres devaient dire Hutu. Les Tutsis devaient rester debout. Moi je me souviens d'une classe où j'étais dans cette situation-là, on était je crois 4 ou 5. En plus de ça, on était 2, on avait le malheur d'avoir des parents réfugiés. Et là, c'était la pire des catastrophes qui pouvaient arriver quand on était Tutsi et qu'on avait des parents exilés. Ça, c'était le plus dur, parce que je me souviens d'un maître qui m'a dit « Tu restes debout comme ça et puis tu nous expliques pourquoi tu es là, parce que où sont tes parents et tout ça. » Je commençais à répondre, depuis les questions fusaient, j'ai dit « Désormais, je ne dis plus rien. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je ne réponds plus à aucune question. » Et j'avais pourtant 11-12 ans. Voilà. Ça, c'est pour dire que j'aimerais bien que nous, ceux qui avons cet âge-là, ces âges-là, les Karege et autres, que nous puissions aussi mentionner, écrire sur ce qui est arrivé là. Parce que c'est des chaînons. C'est des chaînons qui sont arrivés, qui sont mis à côté les uns des autres pendant des décennies et qui ont permis à ce que le génocide puisse avoir lieu. Je crois qu'il y a eu des mentalités qui ont été forgées pendant des décennies, qui ont permis à ce que des paysans, des gens qui étaient là à côté de vous, avec lesquels vous aviez vécu pendant des décennies, vous partagiez tout, et à un moment donné, ils en arrivent à exterminer les gens. Cette époque-là a eu lieu. Il faudrait que nous parvenions, je m'inclus là-dedans, que nous parvenions, les plus âgés aussi, à parler, à écrire sur cette période-là. C'est des chaînons manquants. Certes, on ne peut pas comparer avec ceux qui écrivent qui témoignent sur la tragédie qu'ils ont vécue, mais à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'histoire d'un pays, il faudra que ça aussi, on puisse témoigner là-dessus. Avec le recul, on peut le faire, mais peut-être maintenant, et c'est ce qu'a fait Karege, et c'est ce que j'exhorterai ceux de mon âge à faire. Bon, moi compris. Voilà. On va prendre une dernière question, ce qui ne veut pas dire qu'après, madame ici, ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas continuer à causer.
D'accord, la parole est lancée. Je vais devoir la reprendre momentanément pour préparer la prochaine rencontre. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se taire à partir de maintenant. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Allô, je m'appelle Safi Chantal Bousserouka. Je suis née en RDC. Après, je suis allée en Europe, en exil. Qu'est-ce qu'on m'a reproché? D'être rwandaise, d'être tutsi. Au Congo, on a vécu ça aussi. Hein. On a vécu ça. Et merci à Yolande. Je l'ai suivi. Alors, je l'ai suivi à Bruxelles. Je l'ai suivi à Rome. J'ai aussi été à la dédicace de Sissi Dimitri. Merci pour vos écrits. Le titre Écrit pour oublier m'a évoqué une pensée que je me suis dite dans les marécages de Bugesera. J'avais déjà écrit sur l'immigration clandestine, sur le racisme, parce que déjà j'ai vécu ça au Congo. J'arrive en Europe, je suis en face du racisme. Je n'ai pas supporté pendant 11 ans. Je me suis dit non, je rentre. Je rentre en Afrique, n'importe où, mais il faut que je tire les oreilles à tout le monde. L'Afrique ne doit pas finir en Europe, non. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et c'est depuis 2016 que je mène une tournée de sensibilisation à travers toute l'Afrique. Et je tire les oreilles à tout le monde, à la jeunesse elle-même, aux autorités, aux parents. Pourquoi je parle de ça? J'avais déjà écrit sur le racisme, sur l'immigration clandestine, sur l'écologie, sur les violences contre les femmes. Arrivé ici au Rwanda, c'était le 18e commémoration, et j'ai accompagné Mimi Ngassana, qui accompagnait sa tante, qui avait perdu toute sa famille, et elle allait enterrer ses filles en Ndera. J'étais donc dans la voiture pour accompagner ma cousine, qui accompagnait sa tante. Au retour, maintenant, on a vécu tout ça, les témoignages, c'était horrible à écouter. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Au retour, maintenant, c'est cette dame, la tante de Mimi, qui nous raconte sa vie, qu'elle est restée seule au monde. Aujourd'hui, je vous parle, elle est seule au monde. Elle est en Harama. Je lui rends visite tout le temps. Et comme son père et sa première fille sont morts en Harama, on est allé jusqu'en Harama, dans les marécages. Dans les marécages, elle nous racontait comment ça s'est passé, comment ils étaient dans les ravins et que les militaires et les assaillants étaient au-dessus et qui fusillaient tout le monde dans les marécages. Et quelque chose m'a dit, directement dans les marécages, j'ai pleuré déjà, je me suis dit, mais comment aider cette femme à ne pas oublier, pour qu'elle n'oublie pas sa famille, pour que l'histoire de sa famille ne s'oublie pas. Directement, je me suis dit, je vais écrire son histoire. C'est là, dans les marécages, que j'ai décidé d'écrire l'histoire de cette femme. Mais quelque chose, je me suis gênée de lui dire, écoute, Edita, je vais écrire ton histoire. J'allais lui rendre visite. Elle m'a raconté sa vie. Jamais je n'ai pris, je suis quelqu'un je suis toujours avec un bic, un cahier partout où je passe. Mais là, devant elle, je n'ai pas osé prendre un bic, un cahier, jamais. J'allais là-bas, j'écoutais et j'enregistrais tout, et tout, et tout, et tout. Et je prenais mon bus, quelque chose que je ne faisais pas à Kigali, jamais, je ne le faisais pas. Mais pour elle, pour qu'elle n'oublie pas, pour qu'on n'oublie pas sa famille, pour que son histoire ne finisse pas. Moi, j'ai pris le bus jusqu'à Narama, j'ai pris je suis montée sur la moto jusqu'à chez elle, dans la brousse, pour qu'elle me raconte son histoire. J'ai mangé avec elle sur des assiettes vraiment trouées, des patates douces, des haricots. J'ai partagé avec elle. C'était pour que je connaisse encore son histoire, pour qu'elle me raconte encore. Et elle a fait ça. Et puis quand le livre est sorti, je suis allée lui dire ça. Je dis, écoute, Edita, voilà, j'ai écrit ton histoire. Elle m'a dit, c'est en Kinyarwanda. J'ai dit non. Déjà que je ne maîtrise pas cette langue, je vais quand même te traduire ce que je dis. Et elle avait un locataire. J'ai dit, tu parles français? Elle m'a dit oui. Tu peux traduire ça en Kinyarwanda? Et elle a raconté ce que j'écrivais. Ce que j'avais écrit dans les livres, j'ai intitulé « Dans les entrailles de marécage ». Parce que c'est là où tout s'est passé. Alors, j'ai commencé à raconter. Elle m'a dit, « Bio, c'est comme ça. » Elle m'a dit, « Je t'ai raconté ça. »
Et ça aussi. Mais je ne t'ai jamais vu en train d'écrire. J'ai dit, j'ai utilisé ma tête. J'ai enregistré tout ça, j'avais honte. J'avais honte d'écrire ton histoire devant toi. Et il m'a dit, Nacho. Et on est devenus très amis. C'est une famille pour moi. Merci. Écoute, c'est juste pour dire, peut-être qu'on n'a pas vécu les génocides ici, mais ailleurs, nous sommes aussi des rescapés des génocides oubliés, exprès. Bon, ce n'est pas ici, mais là-bas, ils sont oubliés. Et nous, on a souffert de ça. Et c'est lui qui nous a reçus à Bruxelles. Lui, Gassana Ndoba, il nous a reçus, tous les rescapés, tous ceux qui sont rentrés vivants. Il nous a reçus à Bruxelles. Il nous a enregistrés, il a pris toutes nos histoires, tous nos témoignages. Lui, il a organisé une conférence de presse au Parlement européen pour qu'on puisse sortir tout ce qui était resté à Kinshasa, qui était encore bloqué à Lubumbashi, qui était encore bloqué n'importe où. Lui, il a fait ça. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont en Amérique, sont au Canada, sont partout en Afrique, grâce à lui. Et nous aussi, on a pu faire quelque chose. Voilà. Merci. Écoute, j'aimerais te dire pour nous arrêter que vous ne devez pas vous inquiéter. Nous faisons comme vous. Vous avez lu les livres de la fin au début. Nous, c'est ce qu'on veut dans notre fondation. On est en train d'essayer de prendre les témoignages de 1994 jusqu'au début carrément des massacres des Tutsis. Et puis, quand vous parlez de Ntarama, maintenant j'ai quitté Kigali pour de bon, j'habite à Nyamata. Pourquoi Nyamata? Nyamata, c'est le berceau de l'idéologie génocidaire parce que c'est là où les Tutsis ont été déportés pour la première fois, en train de les massacrer à travers le Rwanda. Et comme si ce n'était pas assez, ils ont été amenés dans un parc qui était le Bugesera pour être exterminés par la mouche tsetse et les bêtes sauvages. Et c'est là où on a construit un camp militaire pour l'extermination des Tutsis. Et quand on parle de ça, c'est pour cela que je me fâche. Regardez, vous avez vécu ça au Congo, mais aujourd'hui encore on tue au Congo, on a des crânes et des personnes, on se promène, on mange de la chair humaine en disant que le Tutsi c'est bon à griller et manger. Mais le monde ferme les yeux. Quelle espèce d'humains nous sommes? J'ai honte de nous, c'est tout. Donc, vraiment, vous êtes la bienvenue chez moi à Nyamata. Dernièrement, nous avons offert une vache à un rescapé de Ntarama. Nous essayons de continuer à faire des petits gestes, mais qui doivent être significatifs pour que les gens ne désespèrent pas, ne pensent pas qu'ils sont seuls. Nous ne suffisons pas, mais nous pensons que tout le monde peut contribuer à sa façon. Merci. Tout à fait, merci beaucoup. Merci aussi à Pierre, à Yolande, à Félicien et à Sissi. Merci beaucoup. Donc, si vous ne les avez pas encore, s'il vous plaît, procurez-vous ces livres. Ne volez pas les miens. Donc, on a Murabeho, n'accepte pas de mourir. La mort ne veut pas de moi, entre autres. L'ONU et la négresse, qu'il était beau mon pays. Et bien d'autres auteurs encore que vous aurez l'occasion de découvrir. Merci encore pour votre humanité, pour vos sérums de vérité, pour vos appels à la dignité et à l'humanité. Et merci pour votre écoute. Voilà donc nous arrivons au terme de ces rencontres internationales du livre francophone de Kigali, une journée intense avec différents tête-à-tête, avec des auteurs venus de 4 pays et différents milieux, aussi bien continents. Nous vous remercions de votre aimable attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.